Salut tout le monde, ici Olivier Beauchemin. Et ici Francis Juteau. Et vous êtes à l'écoute du podcast de Quiz Tonic. J'espère que vous allez bien à la maison. Francis, toi, comment ça va aujourd'hui? En pleine forme. Hey, vraiment, moi aussi, c'est moi qui me présente le quiz et c'est peut-être ma thématique préférée de quiz aujourd'hui. Oui, je savais que ça allait venir. Je n'allais pas échapper à ça. Non, franchement, c'est un thème que j'aime bien faire en bar et qui m'inspire. On en parlera un petit peu plus tard. Francis, tu es déjà au courant quand même de cette thématique-là. Oui, je sais. Je m'attendais à ça. Tu t'attendais à ça. Tu t'attendais à ce que ça arrive dans le podcast un moment donné. Oui, clairement. Pour les gens à la maison, le podcast est tout simple. Donc, évidemment, vous jouez ça en solo ou en ami ou en famille. Vous pouvez faire pause à tout moment pour prendre le temps de réfléchir davantage si vous voulez. Francis, tu pourras pas le faire malheureusement de ton côté. Peut-être, avec la magie du montage. On verra bien. Et c'est 4 différentes sections qui pastichent le système d'éducation. Donc, école primaire, école secondaire, cégep et université. On vous expliquera les différentes règles, évidemment, en cours de route. Mais il faut passer chacune des étapes pour se rendre à la prochaine, grosso modo. Oui. Jusqu'à peut-être avoir un doctorat, Francis. Peut-être. On essaie toujours d'y aller à peu près en ordre de difficulté, quoique c'est pas toujours le cas. Mais puis le format des questions va varier de section en section, donc on va pouvoir vous expliquer au fur et à mesure. Exactement. La thématique, je la nomme, Francis, c'est la cuisine. Ah, mamma mia. Mamma mia. Pas juste italienne, Non, hein? non, On va non, vraiment non, aller à non. plein d'endroits. Il y a d'autres cuisines que la cuisine italienne. Oui, imagine-toi donc. Ok. Il y a même au Québec, on a notre forme de ben. cuisine, imagine-toi donc. Francis, cuisine, tu penses que tu vas faire combien en termes de projection? Écoute, moi j'ai toujours trouvé que les cuisine que tu montais étaient très difficiles. Donc, parce que tu es un fan, t'adores ça, J'adore manges, ça, hein, j'en comme on mange. dit. Eh Alors, oui. je vais me contenter d'essayer de passer mon primaire Ah aujourd'hui. oui, juste le primaire. Oui, parce que je pense que le secondaire, ça va faire mal avec les réponses simples, tout dépend du Réponse niveau que simple, t'es allé. ça peut être difficile, effectivement. J'ai essayé de balancer ça. Bon, c'est peut-être difficile à la maison. On vous souhaite bonne chance. Qui sait, mais toi, t'as-tu des restos préférés à Montréal? Toi, Oui, ou dans oui. la- Ben, tu sais, moi, je suis un fan de cuisine. On a intégré également resto ou quiz, là, donc vraiment, c'est Oui. un peu les deux. Oui, je vais de temps en temps au resto à Montréal. J'essaie de plein de restos différents, mais je te dirais qu'à la base, là, je suis vraiment un fan de cuisine à la maison. C'est quelque chose, j'essaie de me mettre en danger, apprendre des nouveaux plats. Puis ça, depuis que je suis très jeune, là, moi, je cuisine avec T'as mes le temps. parents. T'as le temps maintenant de cuisiner encore J'ai- souvent? J'essaie de Ok. trouver le temps, je te dirais. Ok, parfait. Excellent. Je regarde des reels de Laurent Dagenet, puis ça me satisfait. Ben, j'adore la bonne bouffe aussi, j'adore cuisiner, donc mais on va voir si je suis capable de te suivre. Alors bon cuisine tout le monde. Bon cuisine tout le monde. On se lance, Francis, avec la première étape. Donc évidemment, première école primaire. C'est parti. Francis, qui dit primaire, dit évidemment maternelle jusqu'en 6e année. Un total de 7 questions. On commence avec 4 choix de réponse. 4 vrais ou faux, donc jusqu'en 3e année. Et on aura des choix de réponse par la suite, donc de 4e en 6e année. Et pour passer ton primaire, il faut que tu aies 4 sur 7. Oui, on a baissé le seuil de réussite au dernier épisode, hein, si je me trompe pas. Oui, dernier épisode. Ça va t'aider juste à temps pour cuisine. On ouvre le bal en maternelle. Une question vrai ou faux. Et souvent, ça peut être plus facile quand même en maternelle. On va voir si tu réussis. Donc, on sait que les sushis sont devenus un classique de cuisine internationale. Hein? Ça s'est imposé à nous. De nos jours, tout bon Québécois a un take-out de sushi de temps en temps quand il est un peu lendemain de veille. Alors, vrai ou faux? Le futomaki est un type de sushi qui est à base de poisson, donc saumon, thon, ça peut être également une autre protéine, de riz et de légumes qu'on va rouler autour d'une feuille d'algue et qu'on envoie au four à 425 pour une trentaine de minutes. Vrai ou faux? C'est excellent. Je vais en profiter pour saluer mon sushi préféré, hein, Ah oui? en tant que bon végétarien. Sushi Momo à Oui, Montréal. c'est super bon. Honnêtement, c'est délicieux. C'est très brûlant, là, par contre, là, les sushis. Faut faire attention. Là. Ouais. Des fois, là... C'est Ça faux! les dégâts. C'est faux! Ben oui, bravo, Francis, c'est faux. Les sushis, évidemment, c'est consommé froid. Bon, il y a quand même beaucoup de plats japonais qu'on va retrouver dans des izakaya qui sont chauffés, ceci dit, mais qui sont pas de type sushi. Pour ton information, un futomaki, c'est un gros maki. Un maki normal, c'est environ 3 à 4 cm. Le futomaki va être beaucoup plus gros, 4 à 6. Et le osomaki, lui, va être de 2 à 3 cm, souvent seulement avec de l'avocat, seulement du saumon, peu importe, c'est les plus petits. Alors bravo Francis, t'as passé Merci. ta maternelle. Ça donne le goût d'aller s'en chercher. Ah, ça donne faim quand même déjà. J'espère que vous allez Ouais. prendre des notes dans le quiz peut-être pour des prochains plats. Faire pause pour aller manger. Ouais, exactement. Allez, on passe en première année. On reste dans le vrai ou faux. Et on continue notre voyage culinaire, Francis. Tout au long du quiz, tu vas voir, on va faire ça.
Aujourd'hui, je te parle d'une autre de mes révélations, d'une bouffe que j'adore, la bouffe libanaise. Moi, je suis un grand fan de ça, je te dirais... Un aveu? Oui, je te dirais qu'en take-out, en restaurant comme tel, c'est rare, je le cuisine à la maison. J'aime beaucoup ça, des bachas, des améri et compagnie. Ouais, moi aussi, quand même, honnêtement, c'est un de mes go-to. Ouais, genre une assiette shawarma, là, ou une assiette mix, je pense que je pourrais manger ça toute ma vie. C'est un des seuls plats que je pourrais manger tout le temps. Oh là là. Alors, je me lance sur la question. On va se concentrer davantage sur un dessert classique, donc le baklava, qui est associé beaucoup à la cuisine libanaise. Donc, vrai ou faux? Le baklava libanais traditionnel est un dessert composé de pâte phyllo, de sirop de sucre ou de miel et de noix de Grenoble. Traditionnel. Ouais, donc le baklava libanais traditionnel, un dessert composé de pâte phyllo, de sirop de sucre ou de miel et de noix de Grenoble. Alors, je pense que le piège est au niveau de la noix. Est-ce que traditionnellement c'est ça? Mais je pense qu'au Québec, pas sûr que c'est de la noix de Grenoble. Je dirais faux. Et effectivement, Francis, c'est faux, c'était de la pistache. C'est ça. Ça part quand même plus facile, on va se le dire, la pistache. En même temps, il faut connaître ses baklava et sa cuisine libanaise. Donc, à base de pistache, ceci étant dit, des baklavas, il y en a de différents types dans le Maghreb et compagnie. Parfois, on va être avec de la fleur d'oranger. D'autres fois, en Algérie, par exemple, ça va être des amandes même qui vont être utilisées. Ceci dit, des noix de Grenoble, j'en ai vu juste dans une recette du Québec qui date de 2011 avec de la cannelle. Et on est visiblement dans une adaptation très québécoise ici. Donc, baklava aux noix de Grenoble, je pense pas vraiment. Oui, c'est ça. T'es-tu un fan de la cuisine fusion, toi, de mélanger les cultures? J'ai rien contre tant que c'est bien fait. Ça me dérange pas de réinventer les trucs, mais je pense qu'ici, on va rester avec la pistache. Je vais te faire goûter mon baklava à poutine. Ah oui? Je suis assez curieux. On se fera ça après le podcast. Hey, on passe en deuxième année. Question numéro 3. On reste, Francis, au niveau des vrais ou faux. Je vais parler aux végétariens en toi, aux véganes peut-être, aux végétariens qui nous écoutent. Les protéines végétales sont de plus en plus consommées, autant par les végétariens d'ailleurs que les omnivores, qu'on parle de soja, de blé, peu importe. Par contre, est-ce qu'on est capable de les différencier, Francis? Donc, je t'explique ici la différence entre le tofu et le tempeh, et tu me dis si c'est vrai ou faux. OK. Alors, on se lance. Vrai ou faux? Le tofu est à base de lait de soja caillé avant d'être pressé, alors que le tempeh est également à base de soja, mais cette fois-ci, on fait fermenter les graines en y ajoutant un champignon. C'est une excellente question, en plus pour quelqu'un qui est végé. Ouais, qui consomme peut-être, comme toi, le tofu et le tempeh. Je le redis là, pour les gens qui sont à la maison et repensent. Donc, le tofu est à base de lait de soja caillé avant d'être pressé. Le tempeh serait plutôt donc fermenté avec les graines seulement et on y ajoute un champignon. C'est beaucoup d'infos, j'ai l'impression d'en reconnaître beaucoup. Je sais pas s'il y a une pogne là-dedans, mais je veux dire vrai. Hey, ça va super bien, Francis. 3 oui, sur 3 pour l'instant, effectivement, c'est vrai. Donc, du côté du tempeh, on garde vraiment les graines entières donc pour la fermentation avec un champignon. Pour ceux qui se demandent d'autres types de protéines végétales, le PVT, qui est quelque chose d'intéressant, qui est une forme de farine de soya aussi. Et sinon, le 7 ans, cette fois-ci à base de gluten de blé. Donc, 4 protéines végétales qu'on retrouve de plus en plus sur les marchés, Francis. Oui, tout à fait. Moi, le tofu, c'est pas mal mon go-to. J'ai toujours adoré le tofu, honnêtement. Là, dès que tu fais mariner ça comme tu veux, là, j'adore la texture. Ouais, puis je pense que de plus en plus, c'est vraiment démocratisé. Il y a genre 10-15 ans, peut-être un petit peu moins. Ouais. On mettait des noix de Grenoble avec notre tofu dans le temps aussi, encore une fois. C'est délicieux. Question 4, dernier vrai ou faux. Et dernier point à faire pour toi pour remporter ton primaire. Ça va super bien, Francis. Déjà. Ouais. 3e année. La cuisine est un domaine où les traditions sont importantes, Francis. Les gens s'obstinent pour des détails. On n'a qu'à penser en France à chocolatine versus pain au chocolat. Les gens s'obstinent de région en région. C'est quoi le nom du truc? C'est quoi les détails qui font la différence? Et le Québec n'y échappe pas, Francis. Au Québec aussi, on aime ça s'obstiner en cuisine, notamment avec les fameux pâtés à la viande. Il y en a différents des pâtés à la viande. Tu veux foutre la merde dans toi, là. Hey, j'ai fait bien attention à faire mes recherches comme du monde. Vous nous écrirez si vous avez des plaintes par la suite. Alors, vrai ou faux? La différence entre la tourtière du lac Saint-Jean et le cipote est que la tourtière du lac vient évidemment de la région du lac Saint-Jean et le cipote, aussi appelé cipaille, vient du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Le cipaille tirerait même son nom de l'anglicisme cipaille, puisque plusieurs pensent que le premier pâté à la viande de ce type-là était avec des fruits de mer ou du poisson. Alors, cipaille, cipote versus tourtière du lac. Donc, le bout vrai ou faux, c'est juste le bout sur le nom cipaille? C'est la totalité de l'information ici que j'ai donnée. Aïe, c'est beaucoup d'infos. Oui.
C'est ça, des vrais ou faux. Hein. Des fois, il faut cacher des éléments ou non. Ça dépend. Hein? Bonne question. Je me demandais si le CIPAD, c'était vraiment juste régional et il pouvait en avoir ailleurs. Écoute, je vais dire vrai. Francis, 4 bons vrais ou faux de suite. Félicitations. Effectivement, CIPAD, ben écoute, c'est pas tout le monde qui dit ça, mais notamment Jeanne Benoît avançait cette théorie-là. Il y a beaucoup de Gaspésiens qui l'avancent également. Viendrait donc d'un anglicisme, hein, d'une première version qui aurait été faite avec des produits de la mer. Ceci dit, maintenant, de nos jours, les CIPAD traditionnels, il y a beaucoup de viandes différentes. Et la tourtière du Lac-Saint-Jean, ce qui la caractérise, de ce que j'ai compris, c'est surtout les cubes de patates qu'on va retrouver. Et c'est surtout une très grosse tourtière. C'est vraiment un très gros plat comme tel, une pâte plus épaisse. Au niveau des viandes, par contre, là, je pense que d'une région à l'autre, tout le monde s'obstine pour dire qu'il y a du chevreuil, du veau ou du poulet. Mais écoute, hein, c'est ça. On rentre là. Je vais vous laisser vos propres définitions pour le reste. Ça va nous prendre un CIPAD végétarien là, avec 6 protéines végétales. Ouais. Tofu, tempeh. Noix de Grenoble. Impossible Burger. Exactement. Mais Francis, je te laisse quand même poursuivre le primaire, même si tu as déjà tes 4 bonnes réponses. Je suis gentil comme ça. On se lance en 4e année. Cette fois-ci, on est en choix de réponse. Donc, première question à choix de réponse. On se lance sur un plat quand même particulier. On va commencer à corser ça davantage, tu vas voir. Le coulibiac. Ah, il est de retour. Le coulibiac. Tu connais de ça? Ben oui, je le connais grâce à une célèbre émission. Et voilà, c'est une spécialité culinaire russe qui a été particulièrement présentée dans l'émission Les Chefs. Hein, et notamment, si vous suivez la saison actuelle, le défi est revenu donc en début d'épisode. Je l'écoute. Oui, c'est très bon, on va se le dire. Alors, tu vas peut-être réussir à bien répondre à la question à ce moment-là. Alors, ma question sur le coulibiac. Outre le saumon, les champignons, l'aneth, parfois les épinards et le riz, quel autre aliment est nécessaire à la présentation classique? A. Des œufs d'esturgeon, donc du caviar. B. Des œufs cuits durs. Ou C. Des œufs d'autruche pour diminuer la population envahissante d'autruche en Russie à l'époque, hein, on se souvient. C'est ça qui était inclus. Ben écoute, je vais en profiter. Une chance que j'ai écouté les chefs, parce que sinon, j'ai jamais entendu ça ailleurs que là. J'adore écouter les chefs en mangeant. C'est-tu bon? Ah oui, c'est le fun. Ah oui, c'est incroyable. Puis peut-être, je me demande si c'est la même chose pour un podcast de quiz. C'est le fun à écouter en mangeant un podcast de quiz sur la cuisine. Ben, on espère que le monde a un bon appétit en ce moment. Ou se prépare un coulibiac. Et j'espère que vous mangez des œufs durs en B. Ben oui, 5 sur 5 à date, Francis. Peut-être que tu vas te rendre à la maîtrise, on sait pas. Peut-être que mon quiz est trop facile. Non, ça m'étonnerait. Coulibiac en 4e année, c'est quand même du stock. C'est pas pire, hein? Donc, des œufs cuits durs, effectivement. C'est un plat festif russe qui remonte au 12e siècle, Francis. Ça fait vraiment longtemps que c'est servi. C'était servi avec un botch. Un botch. Ça avec un botch. C'est délicieux. Et donc, on l'a intégré en France pas mal plus tard. Et il y a eu des variantes avec des épinards et du riz qui se sont faites par la suite. Et même de la pomme de terre parfois. Mais effectivement, les œufs durs, c'est ce qu'on cherchait. Oui, puis il y a même un candidat qui a perdu des points parce que son œuf était coulant. Exact. Son œuf était coulant. Cuit dur. Oui. Ouais. Hey, pas de spoiler ici, de ceci dit. Ah, c'est pas son nom. Allez, on passe en 5e année. Je te parle d'un autre plat international. On parle ici de l'ossobuco. Peut-être que le végétarien en toi sera peut-être pas en mesure de bien répondre. C'est un plat très traditionnel italien, hein, qui est plus précisément milanais. Et c'est une forme de ragoût avec des morceaux de viande braisés, avec des légumes. La spécificité de ce plat-là, c'est que c'est servi avec un os à moelle qu'on va manger. Hein, donc, vraiment un os à moelle à l'intérieur. Moi, j'ai appris à aimer ça récemment. C'est quand même bon, la moelle. Je commence à intégrer ça de plus en plus. Et ma question concernant ça, avec quel morceau de viande on va cuisiner un ossobuco? Hein, grosse question pour un végétarien. Je te lance quand même ça ici. C'est correct. 3 différents choix de réponse. En A, le jarret de veau. En B, le gigot d'agneau. Ou en C, le sabot de chèvre. J'ai hâte de goûter les 3. Oui, hein, les 3 mélangés. Je le répète, jarret de veau, gigot d'agneau ou sabot de chèvre. Ouais, j'ai jamais mangé ça de ma vie. J'ai juste vu des images. J'ai une tentative de réponse qui va à nouveau être le B, gigot d'agneau. Et malheureusement non, c'était le jarret de veau. Hein? Donc le gigot d'agneau comme tel, excellent. Ceci dit, si vous aimez l'agneau, c'est vraiment la meilleure partie pour la manger. Ceci dit, effectivement, c'est malheureusement, c'est vraiment le jarret de veau qui donne l'os à moelle ultimement pour pouvoir faire ce plat-là. Ceci dit, j'avoue que pour les végétariens qui nous écoutent, là, dont toi, Francis, c'est un peu moins accessible, j'ai l'impression que c'est pas demain la veille qu'on va voir Gusta nous faire une foile, donc une fausse moelle. Ah, tabarouette! C'est pas pire, ça? Ah ouais.
J'en ai pas mangé beaucoup, moi, de ça. La foile. J'aimerais ça, moi. Écoute, on vous souhaite peut-être de voir ça. Ça rendu peut-être pas refaire des recettes différemment, juste inventer des nouvelles recettes c'est ça, on peut faire d'autres choses. Allez, on termine le primaire avec la question numéro 7, 6e année. Dernière question à choix de réponse. Donc, qui dit cuisine, dit chef cuisinier, Francis. Pour ma dernière question du primaire, j'ai décidé de m'attarder sur un chef français célèbre qui est décédé il n'y a pas si longtemps, Paul Bocuse. C'est un chef qui vient de Lyon, qui s'est beaucoup inspiré de la cuisine lyonnaise, qui est entre autres dans les bouchons. Pour ceux qui sont allés à Lyon, c'est des petits pubs français finalement, des bouchons. Alors, Paul Bocuse et la cuisine lyonnaise est associée à A. L'utilisation de viande, de fromage et d'aliments très vieillis ou maturés au point où on en goûte le ranci. B. L'utilisation des abats dans la cuisine, donc des parties négligées comme la cervelle, les intestins, la joue. Ou C. La cuisine de parties du corps de l'humain. C'est pourquoi à sa mort, on a d'ailleurs organisé un véritable festin. Bien joué. De tous tes choix de réponse, c'est mon préféré à date dans l'histoire. Oui, hein, pas fait quand même. OK. Alors, je le répète, donc, qu'est-ce qui caractérise Paul Bocuse, mais aussi la cuisine lyonnaise, hein? Donc, ça, c'est pour tout ça. Donc, l'utilisation de viande, de fromage, d'aliments très vieillis qui goûtent le ranci, ou l'utilisation d'abats dans la cuisine, des parties négligées, ou, ben, ça se peut, hein, l'humain, peut-être, dans les plats. Écoute, les deux me semblent crédibles. Le A me semble plus intéressant, mais je vais quand même me risquer à répondre plus traditionnel avec le B. Et c'est une bonne réponse, Francis, félicitations. Donc, c'est effectivement les abats qu'on va utiliser, les parties négligées. Ça vient des mères lyonnaises qui, eux, cuisinaient beaucoup les restants. C'était vraiment la pauvreté dans Lyon qui a amené à utiliser les abats et tout ça. Et on en est venu à faire des rosettes de Lyon, entre autres. Rosettes de Lyon, ben, c'est des abats, de la saucisse, finalement. Le foie de veau, l'andouillette, qui était essentiellement une tripe fourrée de tripes. Donc, c'est vraiment des plats particuliers. À Lyon, j'y ai goûté moi-même quand j'étais en voyage, puis je vous dirais qu'il faut être prêt quand même. C'est pas tout qui est facile à... T'as été à Lyon? Oui, j'ai été à Lyon pour, dans des bouchons, justement, manger ça. Ah ouais, hein? Super intéressant culinairement, mais c'est ça. Attachez votre sucre, c'est quand même pas pire. C'est ça, c'est pas la cuisine la plus riche en végétarisme, celle française. Non, absolument pas. Hey, mais Francis, félicitations. Je t'annonce que tu as officiellement réussi ton primaire. C'est fait. C'est fait. Oui, avec 6 bonnes réponses sur 7, Quelques prédits. Ça augure bien. Oui. Et on se lance peut-être à ta chute. Alors... Oui, sans doute. C'est la cloche du secondaire. Ben oui. Alors, l'école secondaire, 5 belles années, secondaire 1 à secondaire 5. Cette fois-ci, on quitte l'univers des choix de réponses et des vrais ou faux. Donc, des réponses précises. On veut une réponse unique, souvent en un ou quelques mots, là, essentiellement. Et ici, on a besoin de 3 bonnes réponses sur 5 pour réussir. Parce que c'est là que je suis sûr que dans cette section-là, tu vas te gâter avec quelques petites colles bien juteuses. On verra. Alors, j'ai hâte de voir. Mais pour l'instant, ça se passe quand même plutôt bien. Oui. Alors, je te souhaite bonne chance. On se lance avec la première question, secondaire 1. On continue notre tour du monde culinaire, hein, je te le dis, ça va être comme ça beaucoup dans le quiz. On se lance avec la cuisine mexicaine. Hein, ça comporte beaucoup d'éléments qu'on connaît bien, le tortilla, l'avocat, le maïs. On retrouve aussi par contre une sauce qui est assez présente dans plusieurs plats, la sauce mole. Je sais pas si tu connais, donc c'est une sauce qui est composée de piment, de sésame, de cacahuètes, de tomates entre autres. Mais il y a un autre ingrédient très important et caractéristique de cette sauce-là. Quel autre ingrédient fait partie de la sauce mole? Répète ce que tu as dit. Oui, donc je vous relis les ingrédients. Donc, une sauce qui est composée de piment, de sésame, de cacahuètes, de tomates, entre autres. Mais on cherche vraiment un autre élément spécifique, là, qui n'est pas le sel ou le poivre. Là. Vraiment, c'est pas quelque chose de basique. C'est quelque chose de caractéristique à la sauce mole, une sauce mexicaine, je le répète. Parfait. Ben, je pensais que tu l'avais nommé, mais on va enlever le wet pour faire le cacao ou le chocolat. Et c'est effectivement vrai. Le cacao, Francis, beau travail. Première bonne réponse. Alors, c'est une sauce que, ben, il faut connaître, il faut le savoir pour pouvoir nommer. C'est très bon. Ceci dit, c'est des sauces qui sont salées au cacao. C'est peu habituel. Je sais pas si t'as déjà goûté, toi, de la sauce mole? Oui, honnêtement, à chaque fois, je voudrais aimer ça plus que ça, mais mes papilles sont jamais tout à fait certaines. Ouais, c'est vraiment particulier. J'imagine qu'on s'habitue comme dans tout. Historiquement, ça remonte à la période précolombienne, donc avant la colonisation espagnole. On offrait cette sauce-là aux dieux. C'était une sauce qui est associée aux offrandes. Et ça perdure encore dans la cuisine mexicaine actuellement. Fait qu'on a Dieu a la dent sucrée. Ou salé, encore une fois. Hein, donc c'était salé à l'époque.
le mollet, ah oui. Ben, le cacao, en fait, c'est une poudre de cacao. Ah oui, donc, c'est pas nécessairement sucré comme tel, en fait. C'est un goût de cacao qui va être prononcé. OK, parfait. Donc, voilà. Félicitations, déjà un premier point, ça augure bien. Oui. Question numéro 2, Francis. On continue avec notre voyage culinaire, on se dirige du côté du Maghreb, hein? Donc une région quand même assez prolifique en termes de bouffe et d'épices. Je te pose la question suivante. Quel terme désigne tout autant un plat de cuisson en terre cuite large, surmonté d'un couvercle conique, qu'un plat originaire de la cuisine berbère, très répandu dans la cuisine traditionnelle du Maghreb, et qui est une sorte de ragoût épicé de viande, volaille, poisson, légumes, etc. Alors, on cherche ici un nom qui, je le répète, est un plat, comme un nom d'ustensile à cuisine. Un plat, mais aussi une recette. Ce qui peut m'aider, en fait, c'est le fait d'avoir voyagé. Oui, finalement, quand même, hein, ça peut te donner un petit coup de main, effectivement. Parce que je mange quand je suis en voyage, figure-toi donc. Ah oui, c'est vrai que tu manges. Je vais tenter la tagine. Et c'est une bonne réponse, Francis. Ça va très bien. 2 bonnes réponses sur 5. Oui, la tagine qui remonte donc à vraiment longtemps. 9e siècle, donc ça fait plus d'un millénaire déjà que ça existe. C'était présent d'ailleurs dans les contes et Mille et une nuits, imagine-toi donc. On avait déjà des recettes à ce moment-là de tagine où on implicitait l'utilisation de la tagine à cette époque-là. Et bon, c'est présent au Maroc, Tunisie, Algérie, avec des variantes, tout dépendant des plats qui sont là. Chez Erazade, elle comptait des légendes de tagine. C'est-à-dire que c'était pas la tagine magique, mais probablement qu'un personnage était en train de cuisiner quelque chose ou mangeait un plat qui était une tagine à un moment dans l'histoire. Tu sais. Avec un génie culinaire qui sort de la tagine. J'aime ça. Merci, Francis. Voilà. On se lance en question numéro 3. On parle beaucoup de cuisine en ce moment, je parle beaucoup de recettes. Par contre, qui fait un bon cuisinier? C'est quelqu'un qui connaît ses bases et particulièrement ses techniques de base. Les techniques culinaires, c'est important. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses écoles qui enseignent ça. On peut devenir cuisinier, évidemment, par la bande, mais c'est important de connaître ses bases. Alors, je te nomme ici une description. Je veux savoir le terme qui est associé à la description. Alors, je me lance. Éliminer une partie de l'eau de végétation en saupoudrant du sel. Par exemple, sur des tomates ou sur des courges, ça fait sortir l'eau de trop. On va également utiliser ce terme-là pour décrire quand on laisse des aliments dans l'eau pour enlever des impuretés. On peut les laisser longtemps. Donc, enlever des impuretés ou finalement donc saupoudrer de sel pour sortir l'eau des légumes. Quel est le terme culinaire? C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Je savais que ça allait devenir une question là-dessus. Peux-tu répéter juste vite fait la description? Oui, bien sûr. Donc, quand on saupoudre des légumes de sel, on va venir à faire sortir l'eau des légumes. Donc, c'est un nom précis qu'on cherche. Et ce terme-là peut être aussi utilisé en général pour enlever des impuretés. Hein? Okay. Donc, quand on enlève des impuretés d'un aliment, ça peut aussi servir. Ma tentative de réponse sera dégorger. Eh bien, Francis, contre toute attente, t'as passé ton secondaire en 3 questions. Ouais, ça se passe. Dégorger. Pas facile, ceci dit. Félicitations. Faut quand même connaître bien ces termes culinaires. C'est un terme qui peut être plus complexe. On l'utilise donc notamment, je te l'ai dit, pour des concombres, hein, de la tomate qu'on va vouloir, ou des courges là, qu'on va vouloir poêler pour enlever l'eau qui va être résiduelle finalement. Ah oui, on peut dégorger un concombre. Oui, absolument. T'enlèves son eau. Toute forme de légume finalement qui est très aqueux, on peut dégorger ça. Ben, je me prends des notes. Tu mettras la recette sur le site de quiztonic.ca. Oui. S'il te plaît. Absolument. Félicitations, je vais quand même poursuivre pour la prochaine question. Ça va se corser quand même, mais Francis, ça date tes sauves pour le secondaire. On passe en secondaire 4. Le 5 épices ou 5 parfums est un mélange d'épices très populaire qu'on retrouve généralement en épicerie et qui provient de Chine. On l'utilise dans de nombreux plats typiques, traditionnels là-bas, mais ça peut être aussi utilisé dans des sauces à spaghetti. C'est très démocratisé au Québec, du moins. Le 5 épices, on utilise ça quand même relativement souvent. Sans surprise, ma question, es-tu en mesure de me nommer les 5 épices de ce fameux 5 épices? J'aurais besoin ici même d'un total 4 bonnes réponses sur 5 pour avoir le point. Et c'est parti. Je vais être bien honnête, j'espérais que tu dises de moi une des 5 épices. C'est chiant, 4 sur 5. Aïe. Faut corser ça un peu, t'as 3 réponses déjà. Ah non, j'ai aucune chance. Écoute, mais je vais tenter quelque chose. Alors, il y a du paprika, de l'anis, du poivre et le fameux curry. Il t'en manquerait un autre aussi, pour compléter. Non, j'en ai nommé 4. C'est un total de 5 épices. Ok, donc ça me prend une 5e. Tu peux en nommer 5. Tu sais, en fait, maintenant, t'en as besoin de 4 sur 5. Oui, alors les herbes salées du Bas-Saint-Laurent. Oui, un abandon ici du côté Francis. Alors, t'avais raison pour le poivre. T'avais raison pour l'anis étoilé, effectivement, qui en fait partie des épices. Par contre, par la suite, ça s'est gâté. Quand même 2. On avait le clou de girofle. On avait besoin d'intégrer.
la cannelle et le fenouil. Donc, cannelle, la cannelle fait partie du 5 épices. Oh mon Dieu. Ça, là. Alors voilà, félicitations. Bravo à ceux qui ont réussi à la maison. C'est vraiment pas facile. Les herbes salées, t'es sûr que non? Écoute, peut-être qu'il y a un 6 épices qui existe. Oui, Ou on le créera. Encore une fois, on le vendra sur la page de Quiztonic. Dans le Chinatown de Rimouski. Oui, exactement ça. Donc, dernière question sur R5, Francis. On revient ici à la maison avec des restos bien de chez nous. Dernièrement, l'organisation Canada's 100 Best établit donc les meilleurs restaurants du Canada et a donné la victoire à un restaurant du Québec. Imagine-toi. Ah. Ouais, il y a un restaurant du Québec qui a été le meilleur resto au Canada, selon la liste, encore une fois, je le répète, des 100 meilleurs restaurants canadiens. En 2023? En 2023, okay. oui. Donc, c'est quand même assez récent que ça s'est fait. Et c'est un restaurant québécois, plus particulièrement de Montréal, qui a remporté les honneurs. Okay. Petit indice ici. Je veux savoir quel est le nom du meilleur restaurant canadien, selon Canada's 100 Best. Très bonne question. Je sais pas si j'ai vu ça passer. Si oui, ça doit pas être un nom de restaurant que je connais si bien que ça. Parce que je sais qu'il y en a plein, là, des petits fancy un peu partout. Oh là là. Mais tant qu'à pas savoir la réponse, je vais dire un où je suis allé récemment, où c'était délicieux. Alors, le Montréal Plaza. C'est un très bon guess, Francis, le Montréal Plaza, effectivement, qui longtemps a fait partie de ces listes-là. Je pense qu'il en fait partie d'ailleurs encore du Canada's 100 Best. C'est vraiment un excellent restaurant, effectivement. Donc, j'en nomme quelques-uns aussi également qui pourraient en faire partie. La Tanière 3 à Québec, il y a chez Saint-Pierre à Rimouski, la cabane d'à côté, près de Mirabel. Mais le restaurant qui a remporté les honneurs, c'est Mont-Lapin, ou 20 Mont-Lapin anciennement. Okay. Mont-Lapin, donc officiellement, qui remporte le meilleur restaurant canadien. C'est vraiment intéressant aussi si on regarde les différentes provinces du Québec. On a de quoi être fiers. On est la province Canada. On est la province au Québec où il y a le plus de restaurants dans cette liste-là. Pas si loin de l'Ontario, mais quand même avec pas loin de 27 restos si je ne m'abuse. T'es-tu allé à Mont-Lapin? Pas encore, malheureusement. Okay. Bon, évidemment, c'est quand même rendu plus dispendieux depuis cette victoire-là, finalement. Mais il y a tellement de bons restos à Montréal et au Québec en général que la liste est longue. Mais maintenant qu'on a le podcast, tu roules sur l'or? Ben oui, mais avec le podcast, effectivement. Mange. On va enregistrer le podcast à Mont-Lapin maintenant. Francis, t'entends-tu les applaudissements? T'as remporté ton secondaire contre toute attente. C'est mon estime d'elle-même qui m'applaudit. Oui, effectivement. Tu pourras la cuisiner plus souvent, peut-être. Oui. Allez, on est rendu au cégep. Donc, troisième section de notre palmarès d'éducation. C'est parti. Parce que qui dit cuisine dit... Trip de bouffe. Trip de bouffe. Exact. Alors, 3 questions au cégep, 3 différentes questions qu'il faudra répondre, un total de 2 sur 3 pour avoir le droit de passage à l'université. Le cégep, c'est un concept où on va avoir des professeurs qui nous enseignent des questions différentes. Alors, ce sera la cuisine à la manière d'un cours de cégep, hein, donc différent. On y va un petit peu champ gauche à chaque fois avec les 3 questions du cégep. Est-ce que tu es prêt? Oui, ça devrait être pas pire, tout dépendant des champs que tu choisis pour ça. Là. Exactement, on va voir ça. Je me lance avec la première question. Francis, j'ai décidé d'aller en technique de santé animale ou de bioécologie. Hein? Donc, un peu le monde animal, finalement. J'espère que tu connais bien les animaux. Hein? Tu les aimes, en tout cas, les animaux. Mais ça va peut-être aller ailleurs que tu penses. Aujourd'hui, je te présente des descriptions d'animaux. Je cherche toujours ici un nom d'animal ou une partie d'un animal, hein, donc pour avoir le point. Ceci dit, cet animal-là ou cette partie d'animal-là désigne également un ustensile de cuisine. Ah, ok, les deux. Ouais. Donc, je te donne une description qui est un animal qu'on doit nommer, qui va finir en description d'ustensile de cuisine. Et donc, ce mot-là définit autant un animal qu'un ustensile. Ok, le même mot correspond aux deux définitions. Exactement. Okay. Je le répète, ça peut être un animal comme une partie d'un animal. Ok. Tu vas avoir un total de 5 descriptions. J'ai besoin de 4 bonnes réponses sur 5 pour pouvoir avoir le point. Ok, tu t'es amusé. Je me suis amusé pas mal. J'ai aucune réponse en tête qui correspond aux deux, fait que j'ai hâte de voir. Tu vas voir ça. Alors, je te lance, au lieu de toutes les nommer d'un coup, je vais aller question par question. Je pense que ça va être un petit peu plus pratique au niveau du flow du podcast que de tout te nommer puis revenir. Là, ça va être un peu chargé. Je vais te donner un petit temps de réflexion à chaque fois pour ça. Parfait. Je le répète, 4 bonnes réponses sur 5. On cherche un nom d'animal ou une partie d'animal. Alors, on commence en A. Un grand mammifère recouvert de taches de la savane africaine. Je sers aussi à réduire les aliments en purée et à mixer les fonds de sauce. Oh, tu t'es trompé. Je me suis trompé. C'était pas la bonne réponse. Alors, recouvert de taches. Oui, donc un mammifère recouvert de taches de la savane africaine. Je sers aussi à réduire les aliments en purée et à mixer les fonds de sauce. Ah.
Est-ce que tu savais que ça s'appelait comme ça aussi? Ben, c'est ça. Écoute, je vais juste me baser sur ta première description rendue là. La girafe? La girafe, effectivement, qui est un mixeur électrique long. Hein? Celui à main, un mixeur à bras, finalement, c'est une girafe. Ah ouais? Eh oui. Ah bon? C'est ça le nom. Ben, tu l'auras appris. Je l'apprends. T'es bon en technique animale. Oui, c'est ça. En B, doté de 8 pattes et n'ayant ni antenne ni mandibule, je ne suis pas un insecte, mais je peux très bien écumer et filtrer les aliments dans un bouillon. Je le répète, doté de 8 pattes et n'ayant ni antenne ni mandibule, je ne suis pas un insecte, mais je peux très bien écumer et filtrer les aliments dans un bouillon. Aïe, 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 aïe. Ok. Ben, la fameuse passoire. Malheureusement pas. C'était une araignée, hein, tout simplement. Une araignée. Ah bon? Un écumoire en forme donc de toile d'araignée, tu sais, pour ressortir certains aliments. Des fois de la friture. Une araignée qu'on cherchait ici même. Ah ouais. Parfait. On poursuit. En C, protubérance animale faite de kératine. Je sers aussi à couper des portions de pâte en boulangerie et en pâtisserie. Je le répète. Une protubérance animale faite de kératine. Je sers aussi à couper des portions de pâte en boulangerie et en pâtisserie. Aïe, 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 aïe. C'est intéressant, hein? C'est très intéressant, ceci étant dit. Une corne? Une corne! La corne, qui est cette espèce de, finalement, de demi-cercle qu'on va utiliser là, pour portionner en boulangerie. Ça s'appelle une corne. Alors, Ben, je vais remercier la kératine. oui, la kératine, effectivement, qui fait partie de la corne animale. En D, un amphibien de type urodèle mesurant environ 20 cm, je peux également servir à cuire ou à gratiner certains aliments. Donc, un amphibien de type urodèle mesurant environ 20 cm, ça peut être un peu plus petit quand même, ceci dit, je peux également servir à cuire ou à gratiner certains aliments. Oui, ok, je l'ai. Oh, ok, ouais, là, on y va. Ouais, ça, on je est sais. sûr, celle-là. La tortue pyrex. Malheureusement, il s'agissait de la salamandre. Ah oui, Un ok. four de type salamandre. Les chefs, j'aurais dû penser. C'est là que j'ai appris ce mot. Tu vois, salamandre, quand même, pas super. Et on y va avec la dernière description. Malheureusement, t'as déjà échoué, t'as juste eu 2 bonnes réponses. Il en faut 4 sur 5. Il en fallait 4. Ouais, 4 sur 5. En E, croupe de la femelle d'un oiseau célèbre. Je sers à mélanger les aliments. Je le répète, croupe de la femelle d'un oiseau célèbre. Je sers à mélanger les aliments. Quoi? Oui. Je vais donner un petit indice de plus. Ok, vas-y. Je suis un bol qui sert à mélanger les aliments. Ça peut vous aider. Croupe de la femelle d'un oiseau célèbre. Je suis un bol qui sert à mélanger les aliments. Une crête. Ah non, absolument pas. C'était un cul de poule. Ah, un cul de poule. Eh oui. La croupe de la femelle, évidemment, du poulet. Donc la poule qu'on cherchait ici. Ok, parfait. Alors malheureusement, t'as pas eu ta technique animale, mais ça s'est bien passé quand même. On a appris des choses Ah ensemble. oui, mais j'ai appris beaucoup de choses comme à chaque épisode. Exactement. Bon, je me lance en question numéro 2, Francis. On est dans le même concept encore une fois. On choisit un autre cours ici, ceci dit. On s'en va en communication dans les médias. C'est un des programmes importants de l'École supérieure ATM à Jonquière, donc des cours de com en général. C'est important de bien cuisiner, Francis, tu le sais, ou d'aller au resto. Ceci dit, souvent, on peut apprendre à cuisiner ou être entertain par la cuisine. Tu l'as nommé notamment avec les chefs. Il y a beaucoup d'émissions de cuisine au Québec comme à l'international qui parlent de cuisine. Et je te demande ici même, dans ce bon vieux cours de communication dans les médias, qui est l'animateur ou l'animatrice de ces téléréalités, shows de cuisine, peu importe, hein, donc différentes émissions de cuisine en général. Je veux savoir l'animateur ou le cuisinier en chef de chacun de ces shows-là. J'espère qu'il n'y a pas Véronique Cloutier là-dedans, parce que les jeunes, ils connaissent plus Véronique Cloutier. Ah là, quoi qu'en ATM, justement, en fait, ils ont prouvé le contraire. Oui, c'est drôle que tu sais ça. C'est parfait. Donc, je me lance 5 questions encore une fois. Cette fois-ci, 3 bonnes réponses sur 5 pour pouvoir réussir. Et on se lance. Alors, je vais te nommer les 5 émissions cette fois-ci, parce que ça va aller quand même plus vite pour le temps de réflexion. En A, les chefs. Alors ici, je vais accepter soit l'animatrice ou la chef cuisinière qui est associée. Parfait. En B, Hell's Kitchen. En C, Nailed It ou C'est du gâteau. En D, Coup de food. Et en E, MasterChef Québec. Alors encore une fois, ici, j'ai besoin d'une seule personnalité. Il y en aurait 2 qui pourraient être nommés. Alors je le répète, 3 bonnes réponses sur 5 pour pouvoir remporter cette section communication dans les médias. On cherche l'animateur ou le cuisinier-cuisinière, animatrice associée donc à ces émissions. Les chefs, il y a 2 réponses possibles, on en cherche un. En B, Hell's Kitchen. En C, Nailed It ou C'est du gâteau. En D, Coup de food. Et en E, MasterChef Québec. On commence, Francis, en A
avec les chefs. Ça m'en prend combien? Donc, 3 bonnes réponses sur 5. OK. Alors, Élise Marquis ainsi que Colombe Saint-Pierre. Très bonne réponse. Effectivement, on avait besoin juste d'un des deux, ceci dit, ici même. Ben, ça me donne quand même 2 points. Non, malheureusement pas. Seulement un point ici, Francis. Ah, tu veux te rendre à la maîtrise, hein? On passe en B. Hell's Kitchen. Gordon Ramsay. Pour l'instant, ça va très bien. Nailed It ou C'est du gâteau. Clou de girofle. Et malheureusement, c'était Madame 5 épices qu'on cherchait. Ah oui, non, pas elle, du tout. C'est Nicole Byer. Nicole Byer, donc animatrice associée à beaucoup d'émissions de télé-réalité, notamment donc Nailed It sur Netflix, entre autres, qu'on peut trouver. On passe à Coup de foudre. Oui, Lisanne Nadeau et Claude Bégin. Absolument pas, malheureusement. On n'était pas loin. Coup de foudre, c'est Sébastien Benoît, qui anime ça au Québec. Toujours ici. J'ai jamais entendu parler. Et en E, on termine avec MasterChef Québec. C'est dernièrement que c'est sorti. Ouais. J'ai écouté aucun épisode, donc je sais pas, mais je vais essayer Martin Picard. Martin Picard. Bonne réponse, effectivement. Il y a également Stefano Faïta qui était associé donc, à l'émission. Les deux sont des bonnes réponses. Il co-anime littéralement? Si je ne m'abuse, j'ai pas écouté d'épisode moi non plus, mais effectivement, les deux sont importants au bien de l'émission. Donc peut-être un rapport comme Élise Marquis, Colombe Saint-Pierre. J'avoue que je parle à travers mon chapeau, mais certainement que les deux sont impliqués dans le processus. Les deux sont chefs aussi. Donc, oui, voilà. mais c'est ça, mais ça m'étonnait vu qu'il n'y a aucun des deux qui est animateur de profession. Donc comme tel, j'aurais cru que... c'est peut-être pour ça aussi que les critiques sont quand même sévères sur l'émission. À suivre. Félicitations. À date, tu as une bonne réponse sur 2. Et on passe à la troisième et dernière question. On s'en va en technique de diététique, Francis. Qui dit cuisine, dit alimentation saine, hein, souvent. Pas tout le temps, par contre. En cuisine française, c'est rarement ça. Mais de plus en plus, c'est important, hein, donc la cuisine. On n'a qu'à penser au Guide alimentaire canadien, qui est sorti dernièrement, et qui est un très bon exemple. Ici, ce sera un éditorial de ma part, Francis. Un très bon exemple, c'est vrai, de guide alimentaire dans le monde. Il a été fait sans les lobbies agroalimentaires. Donc, le plus récent. Là. Le plus récent, oui, c'est fait seulement avec des diététistes, des gens qui sont dans le monde de la santé. Et on a vraiment écarté les gros lobbies, hein, comme les céréales, les œufs, ces affaires-là. Là, ils n'ont pas collaboré finalement comme dans les autres guides alimentaires avant. On est un des seuls guides alimentaires au monde à avoir ça. Alors, c'est intéressant, mais ça donne un format qui est très différent des derniers. Donc, on n'est plus en portion. On est vraiment avec des conseils nutritionnels. Il y a des articles associés à ça. Mais on n'est vraiment pas dans un concept de portionnage comme avant. Alors, je te présente ici même, en diététique, 5 différents conseils et recommandations qui sont faits du guide alimentaire. Il n'y en a qu'une qui n'est pas vraie. Je veux savoir quelle recommandation est fausse dans les 5 que je te donne ici même. Je le répète, il y en a 4 qui sont vraies et une qui est fausse, c'est celle qu'il faut que tu trouves. Alors, je me lance. On te donnera un petit temps de réflexion par la suite. En A, faites de l'eau votre boisson de choix. En B, choisissez plus souvent les aliments protéinés d'origine végétale. En C, prenez le temps de manger et de vous concentrer sur ce que vous mangez. En D, n'achetez pas de légumes et de fruits surgelés. Et en E, prenez vos repas en bonne compagnie. Je vais répéter le tout encore une fois, prends le temps d'y penser, à la maison également, même chose. En A, faites de l'eau votre boisson de choix. En B, choisissez plus souvent les aliments protéinés d'origine végétale. En C, prenez le temps de manger, de vous concentrer sur ce que vous mangez. Et en D, n'achetez pas de légumes et de fruits surgelés. On complète en E, prenez vos repas en bonne compagnie. Très bonne question. Je pense que l'eau, c'est clair que c'est vrai. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit faux. Manger et concentrer, je pense que c'est bon aussi. Être en bonne compagnie, curieusement, je pense que ça pourrait pas être là, mais je pense que c'est bon aussi. Je vais dire que celle qui n'est pas là, c'est de ne pas acheter des légumes et des fruits surgelés parce que ça peut quand même être pratique et conserver des bons nutriments. Donc, D. Effectivement, Francis, bonne réponse, c'est D. Donc, on pourrait croire que les légumes et les fruits surgelés, c'est pas super bon. Et au contraire, vraiment, les études tendent à montrer que quand on a des fruits et légumes, on en consomme plus. Donc, c'est vraiment une bonne affaire d'en avoir surgelé. Au niveau des apports en vitamines, quand les légumes sont surgelés, il n'y a aucune perte comme telle. Ils sont aussi bons. Ils sont plus pratiques à utiliser et surtout plus pratiques à conserver. Donc, ça vous permet de ne pas faire de pertes aussi. Puis c'est notamment ce qui est intéressant de ce guide alimentaire-là. Il y a un petit axe environnemental aussi, donc on parle de pertes alimentaires, de toutes ces choses-là. C'est important, effectivement, des fois de surgeler et ça peut être une option facile et économique. Alors, félicitations, Francis. Mais je suis content que B et E soient là pour vrai parce que dans notre culture nord-américaine, même moi, là, je veux dire,
j'ai tendance à manger vite, tu sais, puis au lieu de prendre le temps, comme à l'européenne, de manger en bonne compagnie, de savourer, de redéposer sa fourchette pour pas juste gober, là, tu sais, justement. Puis c'est ces enjeux-là, effectivement, de passer en bonne compagnie puis de se concentrer sur ce qu'on mange pour manger moins. Parce qu'au final, le guide alimentaire est basé sur diminuer quand même considérablement nos calories, l'apport en nutriments. Parce que finalement, souvent, notre satiété est arrivée déjà, mais on s'en est pas rendu compte. On est encore en train de manger, puis donc voilà. Ah ben je suis content, ben écoute, j'ai hâte de le lire. Oui, ça vaut vraiment la peine. Allez voir ça, c'est super intéressant visuellement. Puis c'est facile aussi d'avoir des bons trucs. Moi, je prône absolument ça. Je vais lire ça ce soir dans le bain. Yeah, effectivement. Francis, félicitations. T'as eu ton cégep. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Tu pensais pas arriver à ce stade-là, finalement. Ouais, sur la fesse au secondaire, ceci dit, on pense quand même. Ben bravo. Oui, OK, écoute, parfait. Hein? On est rendu à l'université, Francis. Dernière étape, 4e de ce parcours éducatif. Bienvenue à l'université. Je me sens réellement fier, là, pour vrai, honnêtement, d'avoir eu mon diplôme. Oui, effectivement, c'est un bon atout. Félicitations, je suis fier de toi. Alors, on a 3 étapes, Francis, à l'université. On commence avec le bac, ensuite on va avoir la maîtrise, et par la suite, on va avoir le doctorat, donc toute dernière étape. C'est 3 sections qui sont indépendantes, donc on passe de une à l'autre encore une fois. Le bac, ce sont 3 questions qui vont donc aller vers la dernière question. Je t'explique. Première question, la réponse. C'est un indice que tu gardes en tête dans ton petit sac à dos. Deuxième question, la réponse à ça est également un indice que tu gardes dans ta poche. Et ces 2 indices-là vont t'aider à répondre à la question numéro 3. Donc, on y va vraiment de un à l'autre. Et il faut 3 bonnes réponses sur 3. Là, on n'y est plus à l'université. Il faut avoir des bonnes réponses pour pouvoir passer à la suite. Parfait. On se comprend? Parfait. Alors, je commence avec la première question. Et c'est parti. Les gens qui aiment la cuisine gastronomique aiment bien flasher, Francis. Hein? C'est du monde qui aime montrer qu'ils ont de l'argent, qui veulent... tu sais, je veux pas généraliser, mais la cuisine est souvent associée quand même à des mœurs de gens qui sont riches et qui aiment bien, tu sais, aller profiter des bonnes choses. Je comprends ce que tu veux. C'est quelque chose qui date de longtemps quand même. Vers la fin des années 1800, déjà aux États-Unis, les riches nouveaux arrivants voulaient épater la galerie et ont créé ce qu'on appelle des lobster palaces. Okay? C'est comme des endroits où on mangeait des grosses pièces de viande. Hein? Ça a perdu un peu de popularité, mais dans les années 60, ça a vraiment repris ce concept-là. Je cherche un type de plat qui était servi dans ces Lobster Palace-là. C'est un plat qui proviendrait de ces années-là, qui est aujourd'hui consommé dans de nombreux restaurants et restos-bars des États-Unis, du Canada et d'Australie. Donc, on cherche un type de plat qui viendrait des Lobster Palace et dont les protéines animales viendraient de milieux différents. Quel est le nom du plat en général, du concept de plat? Je le répète, qui vient des Lobster Palace. Ça a perdu de popularité depuis les années 60. C'est redevenu à la mode quand même un peu plus. OK. Tout un préambule. Ouais. Ça m'inspire quelque chose qui sera le surf and turf. Effectivement, Francis. Surf and turf, qu'on appelle le reef and beef aussi, ou le terre et mer. Donc, tout ça est accepté. Bravo. Donc, c'est un indice que tu peux garder dans ta poche. Premier indice, surf and turf. De nos jours, ça existe encore. Ben, c'est un peu plus cliché, généralement. C'est un peu associé à des repas où, finalement, les cuissons sont pas super bonnes. Puis, on achète ça parce que ça coûte 47$ sur le menu de la brasserie. Là. Mais ça a vraiment été populaire dans ces années-là. Ça veut dire quoi, turf, en fait? Surf, turf, non, je pourrais pas te dire. Peut-être le déco turf, qui est une sorte de gazon au tennis. Oui. Peut-être que turf, c'est associé au gazon. Okay, ça serait mon guess, mettons. Mais... Surf et gazon. Ouais. OK, peut-être. L'eau et gazon. Je sais pas. Ça serait mon premier guess, mais j'avoue ne pas le savoir. Okay. Écrivez-nous sur la page de Quiztonic pour nous dire ces choses-là. Question numéro 2, Francis. Tu gardes surf and turf en tête. Par contre, c'est pas un indice pour la question 2, seulement pour la question 3. On se lance. Question 2. Quelle cuisine internationale est considérée comme celle ayant le plus gros impact sur les habitudes culinaires québécoises, notamment en raison d'une forte vague d'immigration dans les années 50, suite à la Deuxième Guerre mondiale? Ça a été au premier rang de l'immigration, d'ailleurs, cette vague-là, jusqu'en 1970. Et c'est un apport d'immigrants qui ont influencé considérablement donc la cuisine au Québec. On cherche ici un pays, Francis. Alors, je le répète, encore une fois, quelle cuisine internationale est considérée comme une qui a eu le plus gros impact sur les habitudes culinaires québécoises, notamment en raison d'une vague d'immigration dans les années 50. Très intéressant. C'est sûr qu'à la base, je me suis dit, ça se peut pas qu'il parle encore de la France là-dessus. Années 50 comme ça, je vais essayer l'Irlande. L'Irlande? Malheureusement, Francis, c'est échoué. Il s'agit de l'Italie. Eh oui, l'Italie, quand tu y penses, énormément d'influence au Québec sur beaucoup de plats. Faut se rappeler, parce que bien avant cette vague-là,
On mangeait des plats italiens, mais quand même pas si souvent. C'est à partir de ce bout-là que le spaghette est arrivé, la pizza, Francis, le tiramisu, comme diraient des participants d'un souper presque parfait. Ça, c'est arrivé à ce moment-là. Et peut-être fait intéressant aussi sur l'Italie. À l'époque, au Québec, on n'allait pas dans des cafés. C'était pas vraiment quelque chose qu'on faisait, aller s'asseoir dans un café. Mais avec ces vagues d'immigration-là, ça s'est démocratisé d'aller dans un café, prendre tout simplement un espresso ou même un café filtre. Et même chose au niveau des poivrons. Au marché Jean Talon, on rapporte qu'à l'époque, les Québécois échangeaient leurs poivrons rouges contre des poivrons verts parce qu'ils savaient pas quoi faire avec un poivron rouge. Et les Italiens, eux autres, au contraire, savaient pas quoi faire avec un poivron vert. Donc, tout ça, c'est comme démocratisé, évidemment, mais il y a pas si longtemps, donc quasiment même pas un siècle, là, finalement, que tout ça a été influencé. Ouais, c'est étonnant quand tu y penses que la pizza, c'est tellement devenu universel que tu te dis, ça doit être là depuis longtemps. Puis finalement, des fois, tu écoutes des films des années 60, puis quelqu'un mange de la pizza, puis quelqu'un comme, c'est quoi ça? C'est pas vrai, c'est ça. Ah ouais, moi puis mes habitudes d'écouter des films des années 60. Ah oui, hein? Ben, c'est plus dans mes habitudes de oui, moi. peut-être un peu. Félicitations quand même, au moins on aura appris des choses, Francis, mais t'as en tête donc l'Italie et Surf and Turf. OK. On se dirige vers la dernière question, donc ces indices-là pourront t'aider justement. 3e année du baccalauréat, c'est parti. Quel plat principal typique de la région piémontoise a été cité dans sa version actuelle pour la première fois en 1891 par Pellegrino Artusi et est fait à partir de tranches de veau? Je répète la question. Quel plat principal typique de la région piémontoise a été cité dans sa version actuelle pour la première fois dans un livre de Pellegrino Artusi? On parle ici donc fin des années 1800 et qui est fait à partir de tranches de veau. Donc, on se répète, Italie et Surf and Turf peuvent rester dans ta banque d'indices. Des fois, le cerveau dans les quiz nous chuchote des réponses. On sait pas si c'est absolument faux ou si c'est vrai. Voici ce que me chuchote mon cerveau. Carpaccio. Malheureusement pas. C'était quand même corsé. On arrive au bac, fait que c'est sûr que c'est plus tough un petit peu. Il faut connaître ses plats en général. C'est un plat qui est très populaire là-bas. Peut-être un petit peu moins ici au Québec, quoique très connu, en tout cas quand on parle de cuisine italienne. C'est le vitello tonato, qui est un surf and turf finalement, composé de tranches de veau, mais avec une sauce à base de thon et d'anchois, de capre, de citron. C'est très particulier. C'est une sauce qui est très poissonnée, évidemment, mais avec donc, justement le veau. Donc l'idée du surf and turf italien, finalement, qui se retrouve dans ce plat-là. Donc peut-être que tu connaissais pas. Vitello tonato, donc veau et thon. Et c'est intéressant au niveau de la prononciation d'ailleurs, parce qu'à l'époque, on appelait ça un vitel tonné. Et tonné, donc vraiment au tout début là, en Italie, vitel tonné. Et tonné, ça veut pas dire thon, ici ça veut dire tanner. Ça vient du mot de battre une viande parce qu'elle est de mauvaise qualité. Donc à l'époque, c'était vraiment juste du veau de mauvaise qualité qui était bouilli. Mais avec la langue française, vu que l'Italie est pas loin de la France, on a fait l'association entre tonné et thon. Et on a fini par intégrer du thon dans la sauce. Okay. Alors, plusieurs pensent que c'est peut-être cette erreur linguistique-là qui aura amené à intégrer du thon dans la sauce. Aussi, l'idée de l'anchois est arrivée parce qu'à l'époque, le sel était très coûteux. Donc, on mettait de l'anchois, qui était, lui, vraiment moins coûteux, mais très salé, pour saler des plats. Donc, c'est vraiment comme ça que ce plat-là se serait construit historiquement. Wow. Tu penses-tu que dans 100 ans, les gens vont réécouter des podcasts des années 2020 et vont voir qu'ils connaissaient pas le vitello tonato? Ouais, c'est le plus universel qu'on mange partout. Effectivement. Mais c'est très particulier, mais c'est très bon. J'en ai mangé une fois. C'est ça. Effectivement, un surf and turf italien. Alors, bon, t'as pas fait ton bac, mais tu peux quand même accéder à la maîtrise, Francis. Je peux quand même en profiter pour dire que si jamais vous voulez un quiz corporatif, donc entre amis ou pour votre compagnie, pour votre party de Noël, quoi que ce soit, écrivez-nous. On fait toutes les thématiques. Toutes. On peut faire un quiz sur vitello tonato si ça vous tente. Oui, si vous voulez. Quiztonic.ca, toutes les infos sont là. Excellent. Mais c'est une bonne chose que tu le dis, effectivement, Francis. N'hésitez pas à nous écrire. On est rendu à la maîtrise. Avant-dernière question. La maîtrise, donc pour les gens qui sont là pour la toute première fois avec nous, c'est une question qui est associée donc à des listes de réponses. On en a fait quand même quelques-unes des listes, mais là, tu vas en avoir vraiment plusieurs. Parfait. Et ton but, c'est d'avoir un certain nombre de réponses. Donc, c'est un certain développement là, de listes à avoir. Je te pose une question qui doit être répondue, évidemment. Il faut que tu aies un bon nombre d'indices. Ça va être un total de 7 bonnes réponses sur 9 pour le point. OK. Alors, voilà. Ma question. La cuisine française, au final, c'est une question de produits et d'aliments. Donc, on parle de plus en plus de techniques, on parle de recettes, tout ça, mais souvent, ça vient des produits. Il faut les prendre frais, il faut connaître les différentes variétés de nos produits pour pouvoir bien cuisiner. Et là, aujourd'hui, ce que je te présente, c'est des listes de types de fruits, de types de légumes, de types de viande, de céréales, peu importe. Moi, je veux que tu me dises c'est quoi l'aliment qui est associé à cette sorte-là. OK. Donc, tu vas avoir 3 différents choix, trois termes comme tels. Je vais avoir le nom de l'aliment qui est associé à ce terme-là. Tu vas comprendre assez rapidement, j'ai l'impression, dans le jeu.
Alors, je me lance. Je vais te nommer, je pense ici même, contrairement à tantôt, la totalité de la liste. OK. Puis après ça, on passera à travers. Parfait. Donc, à la maison, essayer de catcher certains éléments pour vous donner des indices, mais vous allez pouvoir y revenir par la suite. Oui, là, c'est la principale catégorie où faire pause. Là, Ouais, si exactement. Vous voulez y penser longtemps. N'hésitez pas à faire pause, prendre une feuille, un papier, un crayon, ça peut aider. Donc, on se lance. En A, Honeycrisp, Lobo, Spartan. En B, Frisé, Romanesco, Rouge. C, Djwala, Poblano et Serrano. En D, Anjou, Bartlett, Bosque. En E, Galice, Limousine, Wagyu. En F, Buttercup, Delicata et Turban d'Aladin. En G, Coprin, Hidne et Pied de Mouton. En H, Crottin, Fourme et Morbier. Et on termine, si je ne m'abuse, je pense avec I pour un total de 9, Fenne, du Brésil et Pignon. Alors, je te laisse un petit moment pour penser à ça. C'est quand même chargé, hein? Donc à la maison, n'hésitez pas à faire pause comme tel si vous voulez réécouter peut-être les listes même. Je vais repasser à travers tout ça avec toi, Francis. Ouais. Tu me donnes la réponse que tu penses pouvoir avoir à ce moment-là. OK, aïe. 7. C'est 7 sur 9. Hein? C'est Aïe, quand même aïe, une aïe. bonne liste à avoir. C'est pas facile. Oui, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais c'est ça. Faut connaître Ouais. ses aliments. Alors on commence, Francis. Honeycrisp, Lobo ou Spartan? Ça, je pense que ça va aller pour la majorité. Une pomme. Effectivement, c'est la pomme, mais Macintosh aussi aurait pu être une option Ouais. quand même. On en consomme de la pomme au Québec, on connaît ça. Tu as déjà fait un point. Frisé, Romanesco et Rouge. Le chou. Effectivement, chou était une bonne réponse ici. J'aurais pu mettre de Bruxelles, mais je pense que ça aurait été trop Ouais. facile. On poursuit avec Djwala, Poblano et Serrano. Alors, c'est le piment ou le poivron? Félicitations, 3 bonnes réponses déjà. Ça se passe quand même bien. Pour ça m'a étonné tantôt quand tu dis les Italiens ne savaient pas quoi faire avec. Ah non, c'est espagnol. les Québécois. C'est espagnol. Ouais, aussi. piments verts, Non, mais ouais. c'est les piments verts, ouais, c'est effectivement. C'est ça. C'est plus, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les Québécois qui voulaient plus les poivrons. Ouais. On passe en D. Anjou, Bartlett et Bosque. C'est là que ça se corse pour moi. On va dire salade. Laitue. 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 Je l'ai pas dit salade, T'as je pas l'ai dit dit salade. laitue. Non, mais t'aurais pu faire une salade de poire. Hein? Donc, Ah. poire qu'on cherchait ici même. Bosque, Bartlett et Anjou. Donc, c'est des types de poires. C'est quand même tough quand même. Je consomme pas assez plusieurs types de poires. Malheureusement. On passe en E. Galice, Limousine et Wagyu. Ben, juste à cause de Wagyu, je vais essayer bœuf. Effectivement, c'est le bœuf tout simplement. Donc, c'est des types de vaches en fait qui sont Ok. souvent plus ou moins persillées en gras puis qui peuvent faire une différence sur la consommation. Mais ces trois-là sont considérés comme excellentes au niveau de la viande. Ok. On passe maintenant en F. Buttercup, Delicata, Turban d'Aladin. À cause de Buttercup, je vais essayer courge. Courge, effectivement, très bien. Donc, 3 types de courges. Je pense qu'on les a pas toutes ici, par contre. Ceci dit, turban d'Aladin est un peu... donc, vraiment l'effet d'un turban sur le top de la courge. C'est vraiment particulier comme forme. Ceci dit, Buttercup, effectivement, très commune, je pense. Le courge poivré et musqué également au Québec, très connu. On passe maintenant... tu as 5 bonnes réponses déjà. Oui. On en cherche, je le répète, 7. Coprin, Hidne et Pied de Mouton. Sont-ce des fromages? Malheureusement, ce sont des champignons. Ah, des oui. champignons. Donc, Pied de Mouton, Hidne et Coprin qu'on cherchait ici. Ok. On a toujours besoin de 2 bonnes réponses. Et si je ne m'abuse, il te reste 2 questions. Oui. H, Crottin, Fourme et Morbier. Crottin, fourme Fourme et Morbier. et morbier. Sont-ce des fromages? Ce Ah, sont des ce sont des fromages! fromages! Francis, bravo, ce sont des Ah, fromages! mon Dieu. Alors oui, effectivement, le crottin, c'est souvent un type de fromage de chèvre qui va être en forme de crottin, justement. Ok. La fourme d'Ambert, on a quand même plusieurs. Morbier aussi, des fromages français, principalement ici. Ah, wow, ok. Et on passe à la dernière. Fenne, du Brésil et Pignon. C'est juste à cause du Brésil que je m'essaye pour ça, pour noix. Ce sont des noix ou grande famille des graines. Félicitations, Francis. 7 sur 9, tu l'as eu. Maîtrise en cuisine, Francis. Tu serais pas attendu à ça. Non, je me serais pas attendu à ça, honnêtement. C'est bien Il y a passé. eu un peu de chance. Un petit peu de chance des fois, effectivement, mais quand même, bravo pour ça. Ouais.
On peut dire officiellement que tu as ta maîtrise malgré une absence de bac. Ça arrive. Oui. Tu veux. Dernière question, Francis. On est au doctorat. Donc, à la maison, le doctorat fonctionne de cette manière. On vous présente une question. C'est une question à longue explication. Ceci étant dit, vous donnez le point si vous sentez que vous aviez eu les éléments que je nommais par la suite. C'est vraiment comme ça. Francis, c'est moi qui va dire par contre si tu as eu le point ou non ici. Okay. En doctorat, quoi de mieux qu'une question sur la thématique cuisine que de te demander une recette? Hein? Excellent. Alors ici même, il va falloir que tu me donnes les étapes différentes d'une recette typique. Et je veux que tu cuisines vocalement pour moi. Est-ce que je peux te faire des crêpes? J'ai toujours voulu faire des crêpes. Ah oui, des comme crêpes. à Rince Crème. Ah oui, hein? Je demande à chaque invité de faire des crêpes. C'est vrai ça. Ouais. Écoute, malheureusement non, tu feras pas des crêpes. Ah. Tu vas faire quelque chose qui est quand même, ceci dit, assez français, mais qui est pas mal plus facile à rater. Je veux que tu me donnes la recette du soufflé. Ouais. Hey, ceci dit, je le dis quand même à la maison, c'est peut-être un des premiers doctorats abordables. Si vous savez comment faire un soufflé, c'est possible pour vrai. Alors vous allez réussir. Il y a certains éléments dont j'ai besoin que je vais te nommer par la suite, Francis. Je te laisse quand même un petit temps de réflexion pendant que je parle ici. On cherche à faire la recette du soufflé. J'ai besoin que vous me nommiez grosso modo les étapes importantes. Bon, on parle quand même d'un classique français de la région du comté, si je ne m'abuse. On va y aller ici avec un soufflé qui est salé. Donc, je n'ai pas besoin que tu me donnes des éléments gustatifs dedans là, à rajouter, mais juste un soufflé de type salé. Comment est-ce qu'on fait ça, Francis? Je te laisse un bon 30 secondes pour me dire, grosso modo, comment tu ferais ça, toi, un soufflé? Oui, parfait. Alors, on prend les œufs qui nous restent à la base du coulibiac de la veille. Oui. Ça, c'est évident. Et puis, bon, c'est sûr, on peut rajouter des petits trucs comme des herbes salées, etc., mais je ne vais pas m'étendre là-dedans. On met évidemment beaucoup de beurre, encore plus de beurre. On en rajoute encore à nouveau. On rajoute quelques œufs. On fouette tout ça ensemble. Et là, dans le liquide, c'est là que c'est difficile. Il faut créer un petit trou pour souffler le plus fort possible. Idéalement, on peut s'aider avec une pompe à bicycle pour tout ça. Et là, après ça, il suffit de mettre ça dans le air fryer pour 3-4 minutes. Puis c'est réglé. Eh bien, c'est ça la recette, Francis. Félicitations. Malheureusement pas, Francis. Je t'expliquerai relativement rapidement comment est fait un soufflé, mais donc il y a plusieurs techniques différentes aussi qui peuvent se rajouter. Mais grosso modo, c'est pas si compliqué. Okay. On commence à la base à préparer une sauce béchamel. Donc, une sauce béchamel assez typique, c'est du beurre avec de la farine. On fait un roux qu'on appelle, donc une espèce de mélange qui brûle un peu la farine. On va rajouter le lait progressivement pour pas qu'il y ait de grumeaux. Et par la suite, on va également mettre un peu de muscade si on veut avoir une sauce béchamel classique. Je demande pas que ça soit nommé ici, mais une sauce béchamel, normalement, ça fait avec de la muscade. Okay. C'est pas nécessairement obligatoire, ceci dit. Donc, sauce béchamel tout d'abord. Ensuite, on va préchauffer le four. On va vouloir un four qui est chaud et qui change pas de température. C'est vraiment important pour le souffler que ça reste dans une température claire et constante, qu'il n'y ait pas de fluctuation. D'ailleurs, on n'ouvre jamais la porte durant ça. C'est ce qui peut faire tomber un soufflé. Faut vraiment que ça soit constamment chaud. Bon, tout dépendant de votre four, ça peut bouger, là, mais en général, 400 degrés Fahrenheit, là, tout dépendant un peu de la force. Je ne demanderai pas de température ici. Okay. On passe maintenant ensuite à l'étape de cuisine. On va donc beurrer généreusement et enfariner un moule à souffler. Donc, on va faire et beaucoup de beurre pour s'assurer que ça ne colle pas. Je l'ai dit, ça. Ça, tu l'as dit, tu avais cette première étape-là. On va séparer les blancs des jaunes d'œufs. On va monter les blancs en neige. Hein? Donc, ça ici, c'est important. On monte les blancs en neige. On peut ajouter de la crème de tarte ou de la maïzena si on désire, là, mais c'est vraiment pas nécessaire. Tant qu'on a des blancs de neige bien faits, on va ajouter nos jaunes d'œufs en partie donc au mélange de sauce béchamel, une fois sorti du feu. Donc, vraiment, on mélange ça. Une fois que tous les jaunes d'œufs sont bien mélangés, on rajoute les blancs. Et c'est ces blancs-là qui vont faire souffler parce qu'on a intégré de l'air en faisant monter nos blancs en neige. Okay. Alors, cette mixture-là qu'on va mélanger tranquillement pour s'assurer évidemment que ça ne se sépare pas, on va mettre ça dans nos moules pendant une trentaine de minutes. Encore une fois, on espère en se croisant les doigts que le soufflé tienne. Et l'idéal, c'est d'avoir des petits ramequins. Question évidemment de ne pas avoir un trop gros ramequin qui a plus de chances de tomber. Et à ce moment-là, on sert directement quand c'est sorti du four parce que ça peut tomber à tout moment. Il y a une question de hasard, d'espérer que ça tienne, parce que des fois ça tient, des fois ça tient pas. Ben, j'imagine que les pros vont nous dire que les autres ça tient toujours, mais effectivement, je pense que quand même il peut y avoir une certaine question de hasard qui tombe dans cette idée-là. Okay. J'ai évidemment omis de dire qu'on peut rajouter des restants de jambon, d'herbe, peu importe au mélange si on le désire, évidemment. Ça peut être un genre de tout ce qui a un soufflé au final, et on peut le faire également sucré si on le désire, mais dans ce cas-là, peut-être pas une sauce béchamel salée, on va plus aller vers une base un peu plus sucrée, mais le même genre de roux traditionnel à la base. Ben ça, cette fois-ci, je te mets pour vrai au défi de la mettre sur le site web. Alors, page cachée, quiztonic.ca/recette. Ah, c'est bon ça. On va le faire pour vrai. Parfait. Tu me l'enverras. Et bien, Francis, c'est tout pour
le plus aujourd'hui. Félicitations. J'en profite dans ces harmonies de félicitations que tu entends en ce moment pour te dire bravo parce que tu t'es rendu quand même au cégep finalement. Oui, honnêtement, je me suis surpris. Ouais. Mais c'est à force de te côtoyer. Quand on côtoie les meilleurs, on s'améliore. Ça, c'est généreux de ta part. Ben, merci tout le monde de nous côtoyer aussi à la maison. Vraiment, c'est un plaisir de vous écouter à chaque fois. On est vraiment heureux de vous écouter, que vous nous écoutiez plutôt. Mais on écoute vos commentaires. Ça, oui, puis là, c'est le temps d'un vrai grilled cheese. Ah oui, on va aller se faire ça, mon Francis. Écrivez-nous sur Messenger si vous avez le désir ou sur quiztonic@gmail.com pour des corpos. Si vous voulez voir nos bars participants, allez sur quiztonic.ca. Merci tout le monde. Merci Francis. Merci Olivier. Yes. On se revoit bientôt. Bye bye. Salut tout le monde.